Ma nièce de 6 ans m'a appelé par une nuit d'orage, je suis seule, affamée. S'il te plaît, aide-moi, tonton. Je me suis précipité chez mes parents, où elle vivait sous leur garde. Ce que j'y ai trouvé a fait bouillir mon sang. Alors Cette nuit-là, alors que ma femme et mon fils venaient de se coucher, le téléphone a sonné dans l'obscurité. J'ai décroché et à l'autre bout du fil, c'était Zoé, ma nièce de 6 ans, sa voix tremblante alors qu'elle chuchotait, « Tonton, ils m'ont enfermé. J'ai tellement peur. » Puis la ligne s'est coupée. Paniqué, j'ai appelé mes parents, à qui la garde de Zoé avait été confiée après la disparition de mon jeune frère. Mais le téléphone a sonné dans un vide sans fin, personne ne répondant. J'ai eu l'impression que mon cœur était serré dans un étau. J'ai foncé à travers la pluie battante. Quand je suis arrivé, la maison était plongée dans le noir, la porte solidement verrouillée. J'ai brisé une fenêtre pour entrer, et ce que j'ai vu a glacé le sang dans mes veines. Je m'appelle Elias Turner. J'ai 37 ans et je vis dans une petite ville appelée Bowling Green, dans le Kentucky. Ma vie était aussi ordinaire que celle de n'importe quel autre homme. Le jour, je travaillais comme mécanicien dans un garage local. Et le soir, je rentrais chez moi auprès de ma femme, Anna, et de notre fils, Rocky. Un coquin de 8 ans, mais bien élevé. Nous avions une petite maison en bois près de l'autoroute avec un jardin assez grand pour que Rocky puisse taper dans un ballon de foot et pour qu'Anna puisse cultiver quelques rangées de légumes. Chaque matin, je me levais tôt pour préparer le café, embrasser ma femme et mon fils, et plonger dans une journée remplie de graisse et de cliquetis de métal. La vie était stable, pas riche, mais épanouissante. Du moins, c'est ce que je pensais, jusqu'à cette nuit où tout s'est effondré. Mais pour raconter cette histoire dans son intégralité, je dois remonter le temps. Car ce qui est arrivé à Zoé, ma pauvre nièce, n'était pas un accident. Cela provenait des graines de la tragédie au sein de ma propre famille. Des fissures que j'avais délibérément ignorées, espérant que le temps les réparerait. Maintenant, alors que je suis assis ici à écrire ces lignes, mon cœur me fait encore mal chaque fois que je pense à mon jeune frère, Jetson. Jetson avait 5 ans de moins que moi. Né dans ce que mes parents appelaient l'année porte-bonheur. Dès son plus jeune âge, il était exceptionnellement brillant. Je me souviens encore vivement de ces après-midi à Nashville où nous avons grandi. Jetson restait assis pendant des heures à la table d'études, dessinant des schémas de machines pendant que je courais dehors avec des amis. Notre père, Stone Turner, un ouvrier du bâtiment vieillissant, était toujours fier de Jetson. Mon garçon sera ingénieur, il va changer la fortune de la famille, disait-il, sa voix débordant de fierté. Notre mère, Robin, choyait Jetson encore plus que moi. Elle disait qu'il tenait d'elle, mince et sensible. Je n'étais pas jaloux. Jetson était mon petit frère, et je l'ai toujours aimé. Nous avons grandi ensemble, partageant tout, d'un vieux vélo au secret d'adolescent. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai quitté Nashville pour Bowling Green pour trouver du travail et j'ai épousé Anna, une fille que je connaissais depuis le lycée. Jetson est resté, est allé à l'université et a obtenu son diplôme avec les meilleures notes en tant qu'ingénieur mécanique. Il a épousé une femme belle et douce nommée Mia, et ils ont eu leur premier enfant, Zoé, quand Jetson n'avait que 28 ans. La première fois que j'ai tenu Zoé dans mes bras, c'était comme tenir un morceau de l'âme de mon frère. Elle avait de grands yeux ronds, des cheveux légèrement bouclés et un sourire qui pouvait faire fondre le cœur de n'importe qui. Tout semblait parfait. Jetson travaillait dans une grande entreprise d'ingénierie à Nashville, gagnait un salaire élevé et vivait dans une maison spacieuse. Nous nous voyions quelques fois par an à Thanksgiving ou à Noël. Je le taquinais, tu es riche maintenant. N'oublie pas d'envoyer un peu d'argent à ton pauvre grand frère. Jetson riait de bon cœur, me tapait sur l'épaule et disait, Elias, je m'occuperai de toute la famille. Attends que j'achète une plus grande maison, et je vous inviterai tous. Dans ces moments-là, la vie semblait vraiment belle. Mais le désastre a frappé, rapide comme une tempête imprévue. C'était un soir d'automne, Jetson avait 30 ans. Mia ramenait Zoé à la maison après une virée shopping. Sur l'autoroute, un conducteur ivre a percuté leur voiture de plein fouet. Mia est morte sur le coup. Zoé a miraculeusement survécu avec seulement des blessures mineures, mais Jetson, lui, s'est complètement effondré. J'ai reçu l'appel de l'hôpital et j'ai conduit comme un fou de Bowling Green à Nashville. Quand je suis arrivé, Jetson était assis au chevet de Zoé, le visage pâle, les yeux rouges et gonflés. Mia, elle est partie, a-t-il murmuré, la voix brisée. J'ai serré mon frère dans mes bras,
essayant de retenir mes larmes, mais mon cœur était en miettes. Mia était tout pour Jetson. Son premier amour, sa partenaire, la mère de sa fille. À partir de ce jour, Jetson a changé. Au début, il a essayé de rester fort. Il a continué à travailler, élevant Zoé avec l'aide de nos parents. Mais la douleur était trop forte. Jetson a commencé à boire. D'abord un verre pour oublier, puis des bouteilles entières. Il a quitté son travail, s'est terré dans la maison et a oublié de manger. Je l'appelais chaque semaine pour essayer de le raisonner. Jetson, tu dois vivre pour Zoé. Elle a besoin de son père. Il promettait d'essayer, mais il rechutait. Une nuit, il m'a appelé à minuit, parlant d'une voix pâteuse, « Elias, je n'en peux plus. Pourquoi la vie m'a-t-elle pris Mia ?» Je l'écoutais, le réconfortais, mais un sentiment d'impuissance m'envahissait. Je voulais aider, mais mon travail et ma famille à Bowling Green me retenaient. Les choses ont empiré. Jetson a commencé à prendre des sédatifs, des pilules prescrites pour sa dépression. Mais il en abusait, en prenant trop, obscurcissant son esprit. Zoé, qui n'avait que 3 ans à l'époque, a commencé à en ressentir les effets. Elle souriait moins, s'asseyant souvent seule avec les vieux jouets de sa mère. Nos parents, Stone et Robin, qui vivaient à quelques rues de Jetson, sont intervenus. Ils allaient chercher Zoé, la nourrissaient correctement. Pratiques et soucieux de leur image. Notre père voulait que la famille paraisse parfaite, tandis que notre mère parlait souvent de ses sacrifices. Ils ont exhorté Jetson à se faire soigner, mais il les a repoussés. « Je peux gérer ça », répondait-il généralement sur la défensive. Je me souviens de la dernière fois que j'ai vu Jetson avant que tout ne s'effondre. C'était un après-midi d'été étouffant et j'ai conduit jusqu'à Nashville pour lui rendre visite. Jetson était affalé sur le canapé. Des cernes sombres sous les yeux. Des bouteilles d'alcool vides éparpillées sur le sol. Zoé a couru vers moi, sa petite voix disant, « Tonton Elias, papa dort tout le temps. » Mon cœur s'est serré. J'ai entraîné Jetson dans le jardin et je lui ai parlé sèchement. « Tu dois te ressaisir. Zoé a besoin de toi. Si tu ne peux pas, laisse-moi l'emmener à Bowling Green pendant un moment. » Jetson a secoué la tête, des larmes coulant sur son visage. Je ne veux pas être loin d'elle, mais je meurs à l'intérieur. J'ai serré mon frère dans mes bras, promettant de l'aider, mais au fond de moi, je craignais que le pire n'arrive. Et c'est arrivé. Un petit matin, mes parents m'ont appelé, la voix de ma mère tremblante. « Fils, Jetson est parti. Il a laissé Zoé sur notre seuil avec une lettre. » J'étais abasourdi et j'ai foncé à Nashville. La lettre de Jetson était griffonnée. « Papa, maman, Elias, je ne peux plus m'occuper de Zoé. J'ai besoin de temps pour me faire soigner, pour guérir. S'il vous plaît, prenez soin d'elle pour moi. Je promets de revenir quand j'irai mieux. Je vous aime tous. » Zoé, alors âgée de 4 ans, se tenait tremblante à côté de nos parents, serrant un vieil ours en peluche. Elle m'a regardé, les yeux brillants. « Où est papa, tonton ?» Je ne savais pas quoi répondre, alors je l'ai juste serré fort et je lui ai promis que son père reviendrait bientôt. Le sentiment à ce moment-là était comme si quelqu'un écrasait mon cœur. Jetson, mon petit frère, le garçon brillant et gentil dont je pensais qu'il accomplirait de grandes choses, avait maintenant abandonné sa jeune fille pour échapper à sa propre vie. Je me suis agenouillé, j'ai regardé dans les grands yeux ronds de Zoé et j'ai essayé de retenir mes larmes. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tonton est là. Papy et mamie s'occuperont de toi, et je viendrai te voir souvent. » Zoé a hoché la tête, mais ses yeux étaient perdus, cherchant une réponse que je ne pouvais pas donner. Je me suis relevé et je me suis tourné vers mes parents, Stone et Robin, qui se tenaient sur le porche. Stone, avec ses cheveux argentés et sa carrure robuste, se tenait les bras croisés, plongé dans ses pensées. Robin essuyait ses larmes en marmonnant, « Comment Jetson a-t-il pu lui faire ça ?» Je n'ai pas blâmé Jetson. Je savais que mon frère luttait contre la douleur insupportable d'avoir perdu sa femme dans cet horrible accident. Mais laisser Zoé comme ça, suspendue à la ligne fragile entre l'espoir et le désespoir, me déchirait le cœur. J'ai regardé mes parents, essayant de garder ma voix stable. « Maman, papa, vous vous occuperez de Zoé, n'est-ce pas? Elle a besoin d'un foyer stable. » Stone a hoché la tête fermement. « Bien sûr, Elias. C'est notre petite fille. Nous prendrons soin d'elle. » Robin a ajouté,
la voix résolue. Ne t'inquiète pas, fils. Je traiterai Zoé comme ma propre fille. Ce jour-là, je suis resté toute la journée chez mes parents. La maison de Nashville, où j'ai grandi, était telle que je m'en souvenais. L'odeur de vieux bois, le tic-tac de l'horloge murale et le canapé usé où Jetson avait l'habitude de s'allonger pour lire des livres. Zoé était assise dans un coin, serrant son ours en peluche, me regardant de temps en temps. Je lui ai raconté des histoires de mon enfance avec son père et j'ai promis d'amener mon fils jouer avec elle souvent. Zoé a esquissé un léger sourire, mais cela n'a pas suffi à cacher la tristesse dans ses yeux. Mes parents se sont rapidement occupés des formalités administratives. Ils ont contacté les autorités locales et ont demandé à devenir les tuteurs officiels de Zoé. Je suis resté quelques jours pour aider, faisant des allers-retours entre les bureaux, remplissant des formulaires. Finalement, les autorités ont approuvé. Mes parents ont reçu une allocation mensuelle de placement familial d'environ $500. Pas grand-chose, mais assez pour les vêtements, la nourriture et les fournitures scolaires de Zoé. Stone a tenu les documents et m'a dit, c'est la responsabilité de notre famille, Elias. Nous le ferons bien. J'ai hoché la tête, ressentant un sentiment de soulagement. Après tout, c'étaient mes parents, les grands-parents de Zoé. Je leur faisais confiance pour aimer et prendre soin de ma nièce. Au début, tout semblait bien se passer. Je suis retourné à Bowling Green et j'ai repris ma routine au garage. Les premiers temps, j'appelais mes parents chaque semaine pour prendre des nouvelles de Zoé. Robin disait, Zoé va très bien, Elias. Je lui ai acheté de nouvelles robes et je lui ai fait des biscuits. Stone se vantait, je l'ai emmenée au parc le week-end dernier. Elle a adoré. Entendre cela me réchauffait le cœur. On s'occupait de Zoé. On l'aimait. C'est tout ce que je voulais. Anna, ma femme, m'a rassuré. Ne t'inquiète pas trop, chérie. Tes parents feront du bon travail. Zoé ira bien. Rocky était excité, impatient de rendre visite à sa cousine Zoé à Nashville. Je lui ai promis que j'organiserais ça bientôt. Les premiers mois, je rendais visite à Zoé dès que je le pouvais, mais pas aussi souvent que je l'aurais souhaité. Le trajet de Bowling Green à Nashville prenait plus d'1 heure, et le travail au garage était intense. Je devais réparer des voitures, vérifier des factures et parfois faire des heures supplémentaires pour subvenir aux besoins de ma famille. Anna était occupée avec ses gardes à l'hôpital et Rocky était à un âge où je devais le conduire à l'entraînement de football. La vie m'entraînait, mais chaque fois que je pensais à Zoé, la culpabilité me rongeait. Je me disais, je dois lui rendre visite plus souvent. Mais les semaines se sont transformées en plus de semaines, et je me suis contenté d'appels téléphoniques, écoutant les nouvelles joyeuses de Robin. Zoé va très bien, Elias. Elle apprend à dessiner. Les rares fois où j'avais du temps, j'emmenais Rocky chez mes parents pour rendre visite à Zoé. Elle s'illuminait, courant pour le serrer dans ses bras. Les 2 enfants jouaient dans le jardin de mes parents, se poursuivant autour du vieux chêne. En les regardant, je ressentais un sentiment de soulagement. Zoé avait toujours son sourire, s'accrochait encore à une partie de son innocence enfantine. Mais je n'ai pas réalisé que sous la surface calme, des fissures commençaient à se former. Environ 1 an plus tard, les choses ont commencé à changer. J'ai remarqué que Zoé n'était plus aussi vive qu'avant. Lors d'une visite, j'ai vu qu'elle était plus mince, ses joues creuses, sa peau pâle. Elle était assise dans un coin, serrant son ours en peluche, parlant à peine. J'ai demandé, Zoé, qu'as-tu mangé aujourd'hui? Elle a hésité. Du pain et du fromage. Je me suis tourné vers Robin, essayant de rester calme. Maman, Zoé a l'air trop maigre. Est-ce que tu la nourris assez? Elle a balayé ça d'un rire, agitant la main. Oh, les enfants, Elias. Elle est difficile, mais j'y travaille. Stone a ajouté, ne t'inquiète pas, nous prenons bien soin d'elle. Elle va bien. Mais les yeux de Zoé m'ont troublé. Ils ne brillaient plus. Ils étaient distants, comme s'ils cherchaient quelque chose de lointain. J'ai essayé de me convaincre que mes parents faisaient de leur mieux, qu'ils l'aimaient. Mais un mauvais pressentiment ne cessait de s'insinuer en moi. J'ai commencé à remarquer de petits détails. La maison de mes parents avait de nouveaux objets, une télévision grand écran, quelques nouveaux sacs à main pour maman, et papa se vantait de dîner au restaurant avec des amis. Je me suis demandé, où allaient les $500 d'allocation mensuelle? Les utilisait-il pour s'occuper de Zoé? Une fois, j'ai suggéré, maman, papa,
laissez Zoé venir à Bowling Green pendant une semaine pour jouer avec Rocky. Anna adorerait ça aussi. Maman a immédiatement refusé. Non, Zoé ne se sent pas bien. Elle est habituée à nous, a ajouté papa d'un ton bourru. Toi et Anna êtes si occupés. Comment pourriez-vous gérer? Nous nous occuperons d'elle, ai-je argumenté. Mais elle a besoin d'un changement d'environnement. Rester avec nous un peu lui ferait du bien. Robin a balayé l'idée d'un revers de main. Elle est attachée à moi, Elias. Ne t'inquiète pas, j'étais frustré, mais je ne voulais pas me battre. C'étaient mes parents, après tout. Je me suis dit de leur faire confiance. Mais la culpabilité envers Zoé ne me lâchait pas. Chaque nuit, allongée à côté d'Anna, je pensais à elle. Anna, penses-tu que Zoé va bien, ai-je demandé. Toujours optimiste, Anna m'a serré la main. Chérie, tes parents sont des adultes. Ils savent comment s'occuper d'un enfant. Zoé ira bien. Mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que je lui faisais défaut. J'appelais plus souvent, mais mes parents disaient toujours que tout allait bien. Zoé vient de manger un grand repas, disait Robin. Elle joue dans le jardin, ajoutait Stone. Je voulais les croire, mais mon cœur était lourd. Pendant ce temps, Jetson restait introuvable. J'ai engagé un détective privé, dépensant des milliers de dollars, mais sans trouver de piste. Jetson avait disparu du monde. Je restais éveillé la nuit, me demandant où était mon frère, ce qu'il faisait, s'il allait bien. Zoé demandait parfois, tonton Elias, pourquoi papa met-il si longtemps à revenir? Je la serrais dans mes bras et je mentais. Il est juste parti pour un petit moment, mais il reviendra bientôt. Mais je ne savais pas quand, ni s'il reviendrait. Le temps a passé et Zoé a grandi sous la garde de mes parents. Elle a eu 5 ans, puis 6, mais à chaque fois que je lui rendais visite, elle semblait plus mince, plus silencieuse. Une fois, elle était assise dans un coin, serrant son ours en peluche, chuchotant, « Tonton, je veux vivre avec toi. » J'ai souri, lui ai ébouriffé les cheveux. « Je t'emmènerai bientôt à la maison, Zoé. Attends-moi. » Mais quand j'en ai parlé à mes parents, ils ont refusé. Elle est trop faible, Elias. Laisse-nous nous occuper d'elle. J'ai commencé à devenir méfiant. Mes parents, toujours pratiques et soucieux des apparences, ne voulaient pas que quiconque sache que Jetson avait abandonné sa fille ou pense qu'ils ne s'occupaient pas correctement de leur petite fille. Mais de leur véritable amour pour Zoé, je n'étais plus certain. Mes visites sont devenues moins fréquentes, non pas parce que je ne voulais pas la voir, mais parce que la vie à Bowling Green était écrasante. Le garage était bondé, Anna travaillait de nuit et Rocky entrait en 4e année. Je me disais, tant que maman et papa s'occupent de Zoé, je n'ai pas à m'inquiéter. Je voulais le croire, mais le mauvais pressentiment grandissait. Je ne savais pas que les fissures dans ma famille s'approfondissaient. Mes parents, en qui j'avais confiance, devenaient indifférents à Zoé. L'allocation que je pensais être pour ses soins était utilisée à mauvais escient, et Zoé, cette pauvre petite fille, souffrait en silence dans la maison qui était censée être son refuge. Je n'aurais jamais imaginé qu'un an plus tard, un appel téléphonique au milieu d'une nuit d'orage briserait toute ma confiance, me plongeant dans un cauchemar que je n'oublierai jamais. Cette nuit-là, la pluie tombait à verse. Bowling Green était englouti par le grondement du tonnerre et le fouet de la pluie contre le toit, comme si elle voulait tout arracher. Je venais de terminer une longue journée au garage, le dos endolori, les mains sentant encore l'huile de moteur. Anna s'était couchée tôt après sa garde de nuit à l'hôpital, et Rocky était blotti dans sa couverture, perdu dans les rêves d'un enfant de 8 ans. J'étais assis dans le salon, feuilletant un vieux magazine, essayant de me débarrasser du malaise qui me harcelait. Cela faisait 2 ans que Jetson avait disparu, et Zoé, maintenant âgée de 6 ans, vivait toujours avec mes parents à Nashville. Je les avais appelés il y a quelques jours comme d'habitude, et Robin avait dit, « Zoé va bien, Elias. Elle vient de manger un grand repas. » Mais pourquoi sa voix semblait-elle pressée, comme si elle voulait mettre fin rapidement à l'appel? J'ai écarté cette pensée, me disant que je réfléchissais trop. Puis le téléphone a sonné. La sonnerie stridente a percé la nuit. J'ai sursauté, jetant un coup d'œil à l'horloge, presque minuit. Qui pouvait appeler à cette heure? Un numéro inconnu, mais l'indicatif régional était celui de Nashville. Mon cœur battait la chamade alors que je décrochais. Allô, ai-je chuchoté, ne voulant pas réveiller Anna. À l'autre bout du fil, une petite voix tremblante est parvenue, comme d'un autre monde.
Tonton Elias, je suis enfermé. J'ai tellement faim. J'ai peur. C'était Zoé. Sa voix était frêle, hésitante, comme si elle retenait des sanglots. Je me suis figé, ma main agrippant fermement le téléphone. Zoé, où es-tu? Enfermé? Comment? Dis-moi. Mais il n'y avait que des grésillements. Puis la ligne s'est coupée. J'ai rappelé, la sonnerie résonnant inutilement. Personne n'a répondu. La panique a déferlé comme une vague, noyant toute raison. Je me suis précipité dans la chambre et j'ai secoué Anna pour la réveiller. Anna. Zoé a appelé. Elle a dit qu'elle est enfermée. Elle a peur. Je vais à Nashville maintenant. Anna s'est redressée, les yeux encore lourds de sommeil. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec Zoé? Calme-toi. Appelle tes parents d'abord. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone en composant le numéro de mes parents. Ça a sonné, sonné. Pas de réponse. J'ai réessayé. Cette fois, le portable de Robin. Toujours rien. Mon cœur se serrait. Zoé était en danger. Je pouvais le sentir, aussi réel que le froid mordant de la pluie dehors. Anna, j'y vais. Reste ici avec Rocky. Je t'appellerai, ai-je crié, attrapant ma veste et mes clés de voiture, sans attendre sa réponse. La pluie fouettait le pare-brise comme des lames. Les essuie-glaces fonctionnaient à pleine vitesse mais dégageaient à peine la vue. L'autoroute de Bowling Green à Nashville, un trajet de plus d'une heure, semblait interminable maintenant. J'ai appuyé sur l'accélérateur, les pneus crissant sur la route glissante. Le tonnerre grondait, mais il ne pouvait pas couvrir les battements de mon cœur. Enfermé, affamé, effrayé. Ces mots tourbillonnaient dans ma tête, me transperçant la poitrine. Où étaient mes parents? Comment pouvaient-ils laisser Zoé m'appeler au milieu de la nuit, sa voix si terrifiée? J'ai pensé à mes visites, aux yeux perdus de Zoé, à son corps frêle. J'avais ignoré ces signes, j'avais cru que mes parents s'occupaient d'elle. Maintenant, j'avais envie de me frapper pour ma stupidité. L'autoroute était d'un noir d'encre, mes phares perçant la pluie épaisse. J'ai essayé d'appeler à nouveau le numéro de Zoé, mais c'était futile. J'ai appelé les numéros de la maison et du portable de mes parents. Pas de réponse. Je me disais, peut-être qu'ils dorment profondément. Peut-être que Zoé a juste peur à cause de l'orage. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Zoé n'était pas une enfant qui exagérait. Si elle disait qu'elle était enfermée, c'était vrai. J'ai appuyé plus fort sur l'accélérateur, ignorant la pluie qui menaçait d'engloutir la voiture. L'image de Zoé, minuscule, serrant son ours en peluche usé, a traversé mon esprit, me piquant les yeux. Finalement, après ce qui a semblé une éternité, j'ai atteint le quartier de mes parents à Nashville. Leur vieille maison en bois se dressait dans le faisceau de mes phares, enveloppée par la pluie. La maison était complètement sombre, pas une seule lumière ne filtrait par les fenêtres. Je me suis garé à la barrière, j'ai sauté dehors et j'ai été trempé en quelques secondes. J'ai martelé la porte en criant, « Papa, maman, ouvrez la porte. » Où est Zoé? Pas de réponse. J'ai frappé plus fort, mes mains me piquant, mais seul le bruit de la pluie a répondu. J'ai couru vers la porte de derrière, espérant qu'elle soit déverrouillée, mais elle était verrouillée. Mon cœur s'est emballé, la colère et la peur se mélangeant. Où était Zoé? Si mes parents n'étaient pas à la maison, comment avait-elle appelé? Et s'ils étaient là, pourquoi personne ne répondait? Je n'ai pas réfléchi plus loin. Attrapant une grosse pierre dans la cour, j'ai fracassé la vitre de la porte latérale. Le bruit fracassant a couvert le tonnerre. J'ai soigneusement enlevé les éclats et je suis monté à l'intérieur. L'odeur familière de vieux bois et d'air moisi m'a frappé, mais elle n'apportait aucun réconfort. Zoé, ai-je crié en actionnant l'interrupteur. Pas de courant. La maison était engloutie dans l'obscurité, seule la lampe de poche de mon téléphone projetant des faisceaux étranges sur les murs. J'ai fouillé le premier étage, salon, cuisine, salle à manger, personne. Mon esprit vacillait. Où était Zoé? Où étaient mes parents? J'ai monté les escaliers en courant, prenant 2 marches à la fois, appelant le nom de Zoé sans arrêt. Dans le couloir du 2e étage, j'ai entendu un faible bruit, comme un léger gémissement. Je me suis figé, mon cœur battant à tout rompre. Zoé, où es-tu?
Le gémissement est revenu de la petite pièce au bout du couloir, celle que mes parents utilisaient comme débarras. J'ai couru vers elle, j'ai poussé la porte, mais elle était verrouillée. Zoé. J'ai frappé à la porte, ma voix. Une voix faible a répondu de l'intérieur. Tonton Elias, je suis là-dedans. Je n'ai pas hésité. De toutes mes forces, j'ai donné un coup de pied dans la porte, les faibles charnières cédant. Dans la faible lumière de mon téléphone, j'ai vu Zoé. Elle était recroquevillée dans le coin sur le sol froid, avec seulement une fine couverture. Elle était pâle, ses joues creuses, ses yeux vides, ses petites mains serrant son ours en peluche comme si c'était la seule chose qui la rattachait au monde. « Tu es enfin venu me chercher » a murmuré Zoé, sa voix si faible que j'ai dû m'agenouiller pour l'entendre. Je l'ai prise dans mes bras, son corps effroyablement léger, comme si elle n'avait plus de force. « Tu vas bien maintenant, Zoé. Tonton est là, ai-je dit, mais ma voix s'est brisée. Elle tremblait dans mes bras, glacée. J'ai regardé autour de la pièce. Pas de lit, pas de nourriture, juste quelques miettes de pain sec éparpillées sur le sol. Un vieux téléphone gisait dans le coin, probablement emprunté à un ami de l'école. Zoé avait dû l'utiliser pour m'appeler. La rage a monté, mais je l'ai réprimée. Ce n'était pas le moment. J'ai descendu Zoé, l'enveloppant dans ma veste pour la protéger de la pluie. Tonton t'emmène à l'hôpital, d'accord? Zoé a hoché la tête faiblement, sa tête reposant sur mon épaule. Je me suis précipité vers la voiture, j'ai placé Zoé sur la banquette arrière et j'ai drapé une couverture du coffre sur elle. La pluie a trempé mes vêtements, mais je ne sentais pas le froid. Tout ce que je sentais, c'était la panique et la colère brûlante dans ma poitrine. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital le plus proche de Nashville, appelant Anna en chemin. Anna, j'ai trouvé Zoé. Elle ne va pas bien. Je l'emmène à l'hôpital. Anna a halté. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec Zoé? Où sont tes parents? J'ai serré les dents. Je ne sais pas. Ils ne sont pas à la maison. À l'hôpital, alors que je portais Zoé dans la salle d'urgence, des infirmières se sont précipitées, l'ont placée sur une civière et l'ont emmenée à l'intérieur. Je suis resté dehors, trempé, regardant à travers la porte vitrée. Zoé était allongée là, petite et frêle, entourée de médecins. Une infirmière s'est approchée de moi. « Êtes-vous un parent de l'enfant » J'ai hoché la tête. Je suis son oncle, Elias Turner. Elle a noté quelque chose et a dit « Nous allons l'examiner tout de suite. Veuillez attendre ici. » Je me suis effondré sur une chaise de la salle d'attente, les mains tremblantes. L'image de Zoé recroquevillée dans cette pièce fermée à clé me hantait. Où étaient mes parents? Comment ont-ils pu laisser cela lui arriver? L'allocation, leur promesse de s'occuper d'elle. Étaient-ce tous des mensonges? J'ai rappelé mes parents, mais toujours pas de réponse. J'ai envoyé un texto à Anna pour lui dire de rester avec Rocky et que je lui donnerais des nouvelles. Mais dans mon cœur, je savais que tout avait changé. La maison sombre, la porte verrouillée, et Zoé, la petite fille que j'aimais comme la mienne, laissée affamée et terrifiée. Je me suis juré que quoi qu'il arrive, je ne laisserais plus Zoé souffrir. L'hôpital de Nashville était vivement éclairé. Mais l'atmosphère était d'une froideur glaçante. J'étais assis dans la salle d'attente, ma veste encore trempée par la pluie, agrippant mon téléphone comme si c'était la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer. L'image de Zoé allongée sur la civière, petite, pâle, ses yeux creux remplis de panique, me hantait. Je ne pouvais pas me défaire du moment où je l'ai trouvée dans cette pièce fermée à clé, recroquevillée sur le sol, s'accrochant à son vieil ours en peluche comme si c'était sa dernière bouée de sauvetage. Où étaient mes parents? Comment ont-ils pu laisser Zoé finir comme ça? Les questions me taraudaient l'esprit, chacune comme un coup de poignard. La porte de la salle d'urgence s'est ouverte. Un médecin est sorti, portant des lunettes, ses cheveux grisonnants soigneusement peignés, un badge sur sa blouse blanche indiquant « Dr Apollo Patel ». Il m'a regardé, son expression sérieuse mais douce. « Êtes-vous Elias Turner, l'oncle de la fille ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, me levant brusquement, la voix. « Comment va Zoé, docteur? Est-ce qu'elle va bien ?» Le docteur Patel m'a fait signe de me rasseoir, puis a soupiré, la voix basse. Je vais être direct. L'état de Zoé est grave. Elle souffre de malnutrition chronique, de famine prolongée et d'épuisement physique. Il y a aussi des signes de détresse psychologique,
probablement due à une négligence prolongée. Nous lui administrons des fluides et des nutriments, mais elle a besoin d'une surveillance étroite. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing à la poitrine. Malnutrition chronique, famine prolongée, détresse psychologique. J'ai secoué la tête, luttant pour traiter chaque mot. Comment cela a-t-il pu arriver, ai-je balbutié. Elle vit avec ses grands-parents. Ils reçoivent une allocation pour s'occuper d'elle. Comment a-t-elle pu mourir de faim? Le docteur Patel m'a regardé avec sympathie. Je ne connais pas votre situation familiale, mais cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Zoé est malnutrie depuis longtemps, peut-être des mois, voire un an. Elle est gravement en sous-poids, carencée en vitamines et son état mental est instable. Savez-vous quelque chose sur sa situation avant de l'amener ici? Je me suis affalé sur la chaise, mon esprit vacillant. Des souvenirs ont défilé comme un film en accéléré. La silhouette décharnée de Zoé, ses joues creuses, ses yeux perdus à chaque fois que je lui rendais visite. Les fois où elle a murmuré « Je veux vivre avec toi, tonton ». Et je me contentais de sourire, de lui tapoter la tête, pensant qu'elle ne faisait que s'ennuyer de moi. Les fois où Robin a dit que Zoé était difficile ou que Stone insistait sur le fait qu'elle allait bien. Pourquoi t'inquiètes-tu? J'avais vu les signes, mais j'ai choisi de faire confiance à mes parents, de croire qu'ils aimaient leur petite fille. Maintenant, les mots du médecin déchiraient la façade de mensonges que je m'étais construite. J'avais laissé tomber Zoé. Je l'avais laissée souffrir en silence. Docteur, ai-je murmuré, la voix étranglée. Est-ce qu'elle ira bien? Elle est tout pour moi. Le docteur Patel m'a posé une main sur l'épaule. Nous ferons de notre mieux. Zoé est jeune. Son corps peut récupérer, mais elle a besoin de soins appropriés, tant physiques que mentaux. Vous devriez contacter les services de protection de l'enfance. Cette situation, elle montre des signes de négligence grave. J'ai hoché la tête, mais mon esprit était vide. Négligence. Le mot résonnait en moi, tranchant comme une lame. J'ai regardé à nouveau à travers la porte vitrée de la salle d'urgence. Zoé était allongée là, les yeux fermés, une perfusion dans le bras. Elle avait l'air si petite, si fragile, comme un oiseau aux ailes brisées. Je me suis demandé, qu'est-ce que Zoé avait enduré dans cette maison? Les jours et les mois de négligence, enfermés dans une pièce sombre, affamés et effrayés. Et mes parents, Stone et Robin, les personnes en qui j'avais confiance. Que avait-il fait de l'allocation destinée à elle? Je me suis souvenu des nouveaux sacs à main de Robin, de la télévision grand écran dans leur salon, de Stone se vantant de dîner avec des amis. L'allocation mensuelle de $500 était censée acheter de la nourriture, des vêtements et des fournitures scolaires pour Zoé. Maintenant, je réalisais l'amère vérité. Ils l'avaient dépensé pour eux-mêmes. J'ai serré les poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. La rage a monté, mais je l'ai réprimée. Zoé avait besoin que je reste calme. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Anna. Zoé est malnutrie. C'est grave. Je suis à l'hôpital. Elle ira bien. Anna a répondu instantanément. Mon Dieu, Elias, comment en est-on arrivé là? Je viendrai la voir demain. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. C'était le numéro de Robin. Mon cœur s'est serré, mais j'ai répondu, la voix glaciale. Maman, pourquoi appelles-tu si tard? La voix de Robin est parvenue, pressée mais hésitante. Elias, où es-tu? As-tu vu Zoé? Ton père et moi sommes allés à la fête d'un ami, et quand nous sommes rentrés, elle était partie. La fenêtre latérale est cassée aussi. J'étais abasourdi. Une fête? Ils avaient laissé Zoé seule dans une maison fermée à clé pour aller à une fête. C'était impensable. Je voulais crier, retourner à leur maison et les affronter, exiger toute la vérité. Mais je me suis retenu, feignant l'ignorance. Qu'est-ce que tu veux dire, Zoé a disparu? Vous l'avez laissée seule à la maison. J'ai insisté sur chaque mot, luttant pour garder ma voix stable, bien que la colère bouillonnait en moi. Robin a bafouillé. Eh bien, nous pensions que Zoé dormait, et nous ne sommes partis qu'un petit moment. Quand nous sommes rentrés, elle n'était pas là. L'as-tu vue? Nous avons vu tes appels manqués. L'as-tu emmenée? J'ai entendu Stone en arrière-plan, bourru. Dis à Elias de ne pas en faire toute une histoire. J'ai serré la mâchoire, voyant leur tromperie flagrante.
Il ne s'inquiétait pas de la disparition de Zoé. Ne savait pas qu'elle était allongée dans un hôpital, trop faible pour s'asseoir. Il voulait juste couvrir l'affaire, sauver la face avec les voisins. « Maman », ai-je dit, ma voix tremblant de colère. « Comment avez-vous pu laisser Zoé seule ? Elle a 6 ans. Vous saviez qu'elle était fragile. Pourquoi n'étiez-vous pas à la maison pour vous occuper d'elle ?» Robin a vacillé, sa voix montant. « Elias, tu parles comme si nous l'avions maltraitée ou quelque chose du genre. Nous sommes juste sortis un petit moment. Zoé est bien élevée. Tu sais qu'elle peut dormir seule. » Stone est intervenu, son ton sec. « Tu oses nous blâmer ? Tu es trop occupé pour t'occuper d'elle, alors ne nous fais pas la leçon. » J'étais sans voix. Pas un mot d'excuse, pas un soupçon d'inquiétude, seulement du blâme et de la fierté. Je voulais crier dans le téléphone, leur dire que Zoé luttait pour sa vie à cause de leur négligence. Mais je me suis arrêté. Si je parlais maintenant, ils trouveraient des moyens d'esquiver, de feindre l'inquiétude. Je devais d'abord protéger Zoé. « Très bien », ai-je dit, ma voix froide comme la glace. « Je vais chercher Zoé. Vous devriez la chercher aussi. Si vous la trouvez, appelez-moi immédiatement. » J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Debout dans le couloir de l'hôpital, j'ai eu l'impression que le monde s'était effondré. Mes parents, les personnes qui m'avaient élevé, en qui j'avais confiance, avaient trahi Zoé, trahi Jetson. Ils ne l'avaient pas seulement négligée. Ils avaient utilisé son allocation pour vivre confortablement pendant qu'elle mourait de faim et tremblait dans une pièce fermée à clé. J'ai regardé à nouveau Zoé à travers la vitre. Une infirmière vérifiait son moniteur, les yeux pleins de pitié. Je me suis dit, Zoé, je ne te laisserai plus souffrir. Mais je savais que pour tenir cette promesse, je devrais faire face à l'horrible vérité sur ma famille. Mes parents n'étaient pas seulement indifférents. Ils avaient abandonné Zoé, la laissant vivre dans la faim et la solitude. Je devais agir, non seulement pour Zoé, mais aussi pour ma propre conscience. J'ai appelé Anna, la voix tremblante. « Anna, ils ont laissé Zoé seule pour aller à une fête. J'appelle la police. Elle ne peut plus rester avec eux. » Anna a sangloté au téléphone. « Elias, comment ont-ils pu faire ça ? Quoi que tu fasses, amène-nous Zoé, d'accord ? » J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. « Je le ferai. Je le promets. » J'ai raccroché et j'ai regardé à nouveau Zoé. Elle était allongée là, frêle mais vivante. C'était ma seule lueur d'espoir maintenant. Je savais que la route à venir serait difficile. Mes parents ne lâcheraient pas facilement. Ils me blâmeraient, se battraient pour sauver la face. Mais j'étais résolu. Zoé ne retournerait jamais dans cette maison. Jamais. Assis dans le couloir de l'hôpital, j'avais l'impression d'être au milieu d'une tempête sans fin. Le bourdonnement constant des machines dans la salle d'urgence me rappelait constamment que Zoé se battait encore. Mais je savais que la vraie bataille ne faisait que commencer. J'ai sorti mon téléphone, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai appelé la police de Nashville. La voix d'un officier a répondu, « Police de Nashville. Comment puis-je vous aider ?» J'ai essayé de garder ma voix calme, bien que mon cœur battait la chamade. Je veux signaler un incident. Ma nièce, Zoé Turner, 6 ans, a été laissée seule chez ses grands-parents. Je suis allé vérifier. La maison était fermée à clé. Personne n'était là, et elle avait disparu. J'ai fait une pause, choisissant mes mots avec soin. Je n'ai pas mentionné que j'avais trouvé Zoé ou qu'elle était à l'hôpital. J'avais besoin de temps pour rassembler des preuves, pour assurer la sécurité de Zoé avant que mes parents ne le découvrent. L'officier a demandé plus de détails, l'adresse, une description de Zoé et des informations sur ses grands-parents. J'ai répondu brièvement, ma voix raide pour masquer la rage qui bouillonnait en moi. « Nous enverrons quelqu'un pour vérifier immédiatement », a-t-il dit. « Pouvez-vous venir au poste pour fournir plus d'informations ?» J'ai accepté. Mais mon esprit élaborait déjà un plan différent. Je ne pouvais pas simplement rester assis et attendre. J'avais besoin de la vérité, de toute la vérité sur ce qui était arrivé à Zoé au cours des 2 dernières années. L'allocation mensuelle de $500, les promesses de mes parents de s'occuper d'elle. C'était tout un mensonge. Maintenant, je devais trouver des preuves pour protéger Zoé, pour m'assurer qu'elle n'aurait jamais à retourner dans cette maison. J'ai regardé à nouveau à travers la porte vitrée de la salle d'urgence. Zoé était toujours là,
une perfusion dans le bras, son petit visage pâle, mais plus calme maintenant. Une infirmière est sortie et a dit, elle est plus stable maintenant, Monsieur Turner, mais elle devra rester quelques jours pour observation. Je l'ai remercié, mais mon cœur était lourd. Je devais agir rapidement avant que mes parents ne réalisent que Zoé était ici. J'ai commencé à réfléchir à la suite. Vérifier leur compte bancaire, découvrir comment la location avait été dépensée. Je suis retourné à la maison de mes parents. La pluie s'était arrêtée, mais le ciel restait sombre et couvert. La maison était toujours plongée dans le noir, aucune lumière allumée. Mes parents étaient probablement sortis chercher Zoé. Je suis entré par la fenêtre cassée que j'avais fracassée plus tôt. À l'intérieur, l'odeur familière de vieux bois et de moisissure m'a frappé, mais maintenant elle me donnait des frissons. J'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone et je suis allé directement au bureau de Stone dans le salon. Il gardait toujours les documents importants dans ce vieux tiroir. J'ai fouillé dedans et j'ai trouvé une pile de relevés bancaires. Mon cœur s'est emballé en parcourant les pages. Leur compte montrait l'allocation mensuelle de $500 comme prévu. Mais les transactions qui ont suivi ont fait bouillir mon sang. Des retraits d'espèces, des achats dans des centres commerciaux, des notes de restaurant, même un court voyage à Memphis. Il n'y avait aucune trace d'achat de nourriture, de vêtements ou de fournitures scolaires pour Zoé. J'ai pris des photos de chaque reçu, mes mains tremblant de colère. L'argent destiné à nourrir Zoé avait été dilapidé dans les luxes de mes parents. J'ai continué à chercher, me dirigeant vers l'armoire de Robin. Là, j'ai trouvé de nouveaux sacs à main, des chaussures chères et un manteau de fourrure dont elle s'était vantée une fois de l'avoir eu en solde dans un magasin haut de gamme. J'ai pensé aux yeux perdus de Zoé, à son corps frêle, et j'ai eu l'impression que quelqu'un m'étranglait. Ils avaient laissé Zoé mourir de faim tout en utilisant son argent pour vivre somptueusement. J'ai tout photographié, notant soigneusement chaque détail. Ce seraient des preuves, mais j'en avais besoin de plus. J'ai décidé de parler aux voisins. La maison d'Accent Grave Côté appartenait à Cheryl, une femme âgée qui s'asseyait souvent sur son porche en tricotant. J'ai frappé à sa porte, bien qu'il soit presque 2 heures du matin. Cheryl a ouvert, les yeux surpris mais remplis d'inquiétude. « Elias, que se passe-t-il ? Je t'ai vu entrer par effraction chez tes parents plus tôt. » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai brièvement expliqué avoir trouvé Zoé sans mentionner qu'elle était à l'hôpital. « Cheryl, as-tu entendu quelque chose d'étrange de leur maison ? » À propos de Zoé, ma nièce. Cheryl a soupiré, les yeux lourds. « Elias, je ne veux pas dire du mal de tes parents, mais j'ai beaucoup entendu Zoé pleurer, surtout la nuit. Une fois, j'ai entendu Robin la gronder, lui disant de se taire, de ne pas nous déranger. Stone criait, disant qu'elle était méchante et ne voulait pas manger. Elle a fait une pause, la voix tremblante. Je lui ai posé des questions une fois, mais Robin a dit que Zoé était juste capricieuse, des trucs d'enfants normaux. Elle avait l'air si maigre, alors j'ai apporté des biscuits une fois, mais Robin ne l'a pas laissé les prendre. J'ai serré les poings, essayant de contenir ma colère. « Les as-tu déjà vus laisser Zoé seule ?» ai-je demandé. Cheryl a hoché la tête. Plusieurs fois, il sortait la nuit, la laissant à la maison. J'étais inquiète, mais je n'osais pas m'en mêler. Ces paroles étaient un autre coup de poignard. Je l'ai remercié, j'ai promis de revenir et je suis retourné à ma voiture. Mon esprit vacillait alors que les pièces du puzzle se mettaient en place. Zoé n'était pas seulement négligée. Elle était grondée, laissée seule dans la maison qui était censée être son foyer. Mais j'avais besoin de plus de preuves, surtout de son école. Le lendemain matin, j'ai appelé l'école primaire de Maplewood, l'école près de la maison de mes parents. J'ai parlé avec l'enseignante de Zoé, Rebecca Allen. « Je suis Elias Turner, l'oncle de Zoé Turner », ai-je dit. « J'aimerais en savoir plus sur ses résultats scolaires. » Allen a hésité. « Monsieur Turner, Zoé est inscrite, mais elle a à peine assisté aux cours. Elle a été absente pendant plus de 90% de l'année scolaire. » Mon cœur s'est effondré. Comment est-ce possible ? Ses grands-parents n'ont rien dit. Allen a soupiré. Nous avons envoyé plusieurs avertissements mais n'avons obtenu aucune réponse. J'ai appelé une fois et Robin a dit que Zoé était souvent malade mais elle n'a jamais fourni de dossiers médicaux. Nous étions très inquiets mais nous ne pouvions pas intervenir davantage. J'ai demandé à Allen de m'envoyer les dossiers scolaires de Zoé. Elle a accepté et cet après-midi-là, j'ai reçu un email avec les documents. Les dossiers confirmaient ce qu'elle avait dit.
Zoé n'avait assisté que quelques jours au début de l'année, puis avait été presque entièrement absente. Les notes des enseignants décrivaient Zoé comme renfermée, calme, paraissant fatiguée. En les lisant, mes yeux se sont remplis de larmes. Zoé n'était pas seulement négligée à la maison. Elle avait été privée d'éducation, de socialisation et de la chance de vivre comme une enfant normale. Je suis retourné à l'hôpital avec les preuves que j'avais recueillies. Relevés bancaires, photos des articles de luxe de Robin, témoignages de Cheryl et dossiers scolaires. Zoé était toujours dans la salle de réveil, mais le médecin a dit qu'elle était plus alerte. Je me suis assis à son chevet, lui tenant la main. « Zoé, tonton est là. Tu n'auras pas à y retourner, ai-je murmuré. Zoé m'a regardé, les yeux toujours craintifs, mais elle a hoché la tête faiblement. « Tonton, je ne veux plus rester avec mamie et papy, a-t-elle dit, sa voix faible comme une brise. Je l'ai serrée dans mes bras, me jurant de tout faire pour l'amener dans ma famille. Je savais ce qui allait suivre. J'avais besoin d'un avocat et d'intenter une action en justice pour obtenir la garde de Zoé. Mes parents ne céderaient pas facilement. Ils se battraient, non par amour pour Zoé, mais pour leur fierté et l'allocation. Mais j'étais prêt. Pour Zoé, je ne reculerai pas. J'ai commencé à chercher un avocat. Anna a recommandé Jennifer Lawson, une avocate en droit de la famille bien connue à Bowling Green. J'ai pris rendez-vous avec elle le lendemain matin, apportant toutes les preuves que j'avais recueillies, les relevés bancaires de mes parents, les photos des articles de luxe de Robin, le témoignage manuscrit de Cheryl et les dossiers scolaires de Zoé de l'école primaire de Maplewood. Alors que je posais l'épaisse pile de documents sur son bureau, Jennifer, une femme blonde aux yeux vifs, a parcouru chaque page, les sourcils froncés. « Elias » a-t-elle dit, la voix basse. « C'est grave. Ces preuves montrent clairement une négligence. Les relevés bancaires en particulier sont convaincants. L'allocation n'a manifestement pas été utilisée pour s'occuper de Zoé. » J'ai hoché la tête, essayant de réprimer ma colère. « Jennifer, je veux juste que Zoé soit en sécurité. Elle ne peut pas retourner chez ses grands-parents. » Jennifer m'a regardé, son regard s'adoucissant. « Je comprends. Nous allons intenter une action en justice pour la garde. Vous êtes un parent direct avec un emploi et une famille stable. Vos chances sont fortes. » Jennifer s'est mise au travail immédiatement. Elle a préparé la plainte détaillant tout, la malnutrition de Zoé, la négligence éducative, le témoignage des voisins et l'utilisation abusive de l'allocation. J'ai fourni plus d'informations sur ma famille, sur Jetson et la situation de Zoé au cours des 2 dernières années. Chaque fois que je racontais l'histoire, c'était comme si quelqu'un me serrait le cœur. J'avais laissé Zoé souffrir pendant trop longtemps, tout ça parce que je faisais confiance à mes parents. Maintenant, je devais réparer les choses. Une semaine plus tard, la plainte a été déposée auprès du tribunal de la famille de Nashville. J'ai reçu un avis indiquant que mes parents recevraient une assignation dans quelques jours. Je savais qu'une fois qu'ils la recevraient, les choses exploseraient. Effectivement, ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était Robin. Sa voix était glaciale, un contraste frappant avec l'inquiétude feinte de quelques jours plus tôt. « Elias, à quel jeu stupide joues-tu ? Tu caches Zoé. Et maintenant tu oses poursuivre tes propres parents en justice. Pour qui te prends-tu pour nous accuser de la négliger ? » J'ai pris une profonde inspiration, gardant ma voix stable. « Maman, je ne fais pas d'accusation. J'ai des preuves. Zoé était malnutrie, enfermée dans une chambre, abandonnée. Comment expliques-tu ça ? » La voix de Robin s'est aiguisée au téléphone. « Tu inventes ça pour obtenir l'allocation, n'est-ce pas ? Tu veux nous la voler pour l'argent ? » Ces mots m'ont coupé comme un couteau, mais je n'étais pas surpris. Je savais que mes parents étaient obsédés par les apparences, pensant toujours que tout tournait autour de l'argent et de la fierté. Stone a attrapé le téléphone, sa voix tonitruante. « Elias, si tu ne retires pas cette plainte, nous te déshériterons. » J'ai agrippé le téléphone fermement, mon cœur battant à tout rompre, mais ma voix est restée froide. « Papa, je ne la retirerai pas. Je fais ça pour Zoé, pas pour l'argent. Si vous l'aimiez vraiment, pourquoi l'avez-vous laissé mourir de faim ? Laissé trembler de peur dans une chambre fermée à clé. » Ils ont raccroché, me laissant avec un long bip froid. L'air dans ma famille, déjà fracturé, s'est maintenant complètement brisé. Je me suis effondré sur le canapé, mon esprit vacillant. Anna m'a serré par derrière, chuchotant « Tu fais ce qu'il faut, Elias.
Zoé a besoin de toi. Je lui ai tenu la main, ayant l'impression de m'accrocher à un canot de sauvetage dans une tempête. Les jours suivants ont été un tourbillon de tension. Mes parents ont appelé à plusieurs reprises, parfois menaçant, parfois feignant des excuses. « Elias, tu as mal compris », a dit Robin lors d'un appel, sa voix plus douce. Nous ne sommes allés à cette fête qu'une seule fois. Zoé allait bien. Je n'ai pas répondu, j'ai juste raccroché. Je ne pouvais plus leur faire confiance. Chaque fois que j'entendais leur voix, je me souvenais de Zoé recroquevillée dans cette pièce sombre, sa voix tremblante au téléphone. « Tonton, j'ai tellement peur. » Je me suis dit que quoi qu'ils disent, je ne faiblirais pas. Zoé méritait un vrai foyer, et je ferais tout pour le lui donner. Jennifer m'a appelé à son bureau quelques jours plus tard avec une mise à jour. Le tribunal a fixé une date d'audience dans 3 semaines, a-t-elle dit. Tes parents ont engagé leur propre avocat et ils essaient de rejeter les allégations de négligence. Ils prétendent que Zoé était juste malade et que tu exagères pour obtenir la garde. J'ai secoué la tête, sans surprise. Jennifer, j'ai des preuves. Le médecin, la voisine, l'école, ils confirment tous la vérité. Jennifer a hoché la tête. Exactement. Nous avons un dossier solide, mais prépare-toi. L'audience ne sera pas facile. Ce sont tes parents, et la dynamique familiale compliquera les choses. Je savais qu'elle avait raison. Mais chaque fois que je pensais à Zoé, je savais que je n'avais pas d'autre choix. J'ai rendu visite à Zoé à l'hôpital tous les jours. Elle commençait à manger de petites quantités de porridge, mais restait silencieuse. Je lui ai raconté comment Rocky s'inquiétait pour elle, notre maison à Bowling Green, le jardin d'Anna. Tu vas adorer là-bas, ai-je dit en lui ébouriffant les cheveux. Zoé a esquissé un léger sourire, la première fois que j'ai vu une étincelle dans ses yeux. C'était ma motivation pour continuer. Le jour de l'audience est arrivé, et l'atmosphère dans le tribunal de Nashville était lourde, comme le ciel avant un orage. J'étais assis à la table du demandeur à côté de Jennifer, serrant fermement la pile de preuves. En face de nous, mes parents étaient assis droits, leur regard glacial. Stone portait un vieux costume, essayant de maintenir un air de dignité, tandis que Robin n'arrêtait pas d'essuyer ses yeux comme si elle jouait le rôle d'une grand-mère en deuil. Leur avocat, un homme d'âge moyen à la voix douce, m'a regardé comme si j'étais un traître. Zoé n'était pas présente. Jennifer a dit que c'était mieux pour son état mental, mais je sentais sa présence à chaque instant. Le juge Franklin Moore, un homme grand au visage sévère, a frappé son marteau. Commençons, a-t-il déclaré. Jennifer s'est levée et a présenté le cas, la malnutrition de Zoé, la négligence éducative, l'utilisation abusive de l'allocation et le témoignage des voisins. Elle a appelé le premier témoin, le docteur Apollo Patel. Il a pris la barre, la voix calme et stable. Zoé Turner souffrait de malnutrition chronique, de famine prolongée et présente des signes de détresse psychologique dus à une négligence prolongée. Cette condition ne s'est pas développée en quelques jours. Elle dure depuis des mois, voire un an. L'avocat de mes parents a tenté de contrer. Docteur, se pourrait-il que l'enfant soit simplement malade ou une mangeuse difficile? Mais le docteur Patel a secoué la tête. Non, c'est la preuve d'un grave manque de soins. Une enfant de 6 ans ne peut pas causer cette condition elle-même. J'ai regardé mes parents, espérant une trace de remords, mais Robin a seulement baissé la tête et Stone a froncé les sourcils comme s'il était en colère. La témoin suivante était Cheryl, la voisine. Elle a pris la barre, la voix tremblante. J'ai entendu Zoé pleurer de nombreuses fois, surtout la nuit. M. Et Madame Turner la laissait souvent seule, sortant jusqu'à tard. J'ai apporté de la nourriture une fois, mais Robin n'a pas laissé Zoé la prendre. Leur avocat a essayé de déformer ses paroles. Vous n'avez entendu que des pleurs. Les enfants peuvent être capricieux, n'est-ce pas? Mais Cheryl est restée ferme. Non, ce n'était pas des caprices. Zoé avait peur et j'étais inquiète pour elle. Rebecca Allen, l'enseignante de Zoé, a suivi. Elle a présenté les dossiers scolaires montrant que Zoé avait été absente pendant plus de 90% de l'année scolaire. Nous avons envoyé des avertissements mais n'avons reçu aucune réponse de M et Madame Turner, a-t-elle dit. Zoé n'allait presque pas à l'école. Le juge Moore a pris des notes, son expression devenant plus sérieuse. Jennifer a présenté les reçus, soulignant les dépenses extravagantes de mes parents. Sac à main, dîner, un voyage à Memphis.
L'allocation mensuelle de $500 était destinée à prendre soin de Zoé, mais il n'y a aucune preuve qu'elle ait été utilisée à cette fin, a-t-elle argumenté. L'avocat de mes parents a répliqué, affirmant qu'il s'était occupé de Zoé et que je la volais pour l'argent de l'allocation. Jennifer a riposté vivement. Monsieur Turner a un emploi et une famille stable. Il n'a pas besoin de l'allocation. Il veut juste que sa nièce soit en sécurité. C'était mon tour de témoigner. J'ai regardé directement le juge, ma voix tremblante mais résolue. Votre honneur, je ne fais pas ça pour l'argent. Je le fais pour Zoé. Elle a été enfermée dans une chambre, affamée, privée d'éducation. Je suis son oncle, et je veux qu'elle vive dans un environnement sûr où elle est aimée. J'ai jeté un coup d'œil à mes parents, espérant qu'ils baisseraient la tête de honte, mais Stone m'a fusillé du regard et Robin s'est détourné. Mes parents ont témoigné ensuite. Robin a sangloté, affirmant qu'ils aimaient Zoé et qu'elle était juste malade. Stone m'a accusé d'inventer des histoires pour déchirer la famille, mais les preuves étaient accablantes. Le juge Moore a demandé une suspension de séance, puis est revenu avec sa décision. Sur la base des preuves et des témoignages, a-t-il dit, ce tribunal accorde la garde de Zoé Turner à Elias Turner. M et Madame Stone et Robin Turner seront surveillés par les services de protection de l'enfance, et l'allocation de placement familial sera résiliée. La salle d'audience est tombée dans le silence. Robin a éclaté en sanglots, mais je savais que ce n'était pas pour Zoé. C'était pour sa fierté. Stone s'est levé en me pointant du doigt. Tu le regretteras, Elias. Tu n'es plus mon fils. Je l'ai regardé sans rien dire. Mon cœur me faisait mal, mais je n'avais aucun regret. J'avais choisi Zoé, et c'était le bon choix. Après l'audience, Jennifer m'a tapoté l'épaule. Tu as bien fait, Elias. Zoé sera en sécurité avec toi. J'ai hoché la tête, mais mon cœur était toujours lourd. Ma famille était brisée, mais je n'avais pas d'autre choix. Je suis retourné à l'hôpital où Zoé attendait. Je me suis assis à son chevet, lui ai tenu la main et j'ai dit, Zoé, tu rentres à la maison avec tonton. Tout ira bien. Elle a souri faiblement, m'a serré fort dans ses bras, des larmes coulant sur son visage. Le sentiment des petites mains de Zoé s'accrochant à moi, faible, mais pleine de confiance, m'a réchauffé le cœur. Je savais que désormais, je n'étais plus seulement l'oncle de Zoé. Je serais son deuxième père. Quelques jours plus tard, Zoé est sortie de l'hôpital. Le docteur Apollo Patel m'a donné des instructions détaillées. Elle a besoin d'un régime spécial et d'un suivi psychologique régulier. Son état mental est encore fragile, mais avec de l'amour et des soins, elle se rétablira. J'ai hoché la tête, mémorisant chaque mot. Alors que je portais Zoé jusqu'à la voiture, elle serrait son vieil ours en peluche, regardant par la fenêtre avec un mélange de curiosité et d'appréhension. « Est-ce que je vais bientôt rencontrer tante Anna et Rocky ?» a-t-elle demandé, sa voix minuscule. Je lui ai ébouriffé les cheveux. C'est exact. Ils t'attendent à la maison. Le trajet de Nashville à Bowling Green était étrangement paisible. J'ai allumé la radio, choisissant une chanson pour enfants joyeuse, espérant aider Zoé à se détendre. Elle a esquissé un léger sourire, et j'ai su que je faisais ce qu'il fallait. Quand nous sommes arrivés à la maison, Anna et Rocky attendaient à la porte. Anna a couru et a serré Zoé fort dans ses bras. Bienvenue à la maison, Zoé. Rocky, avec un large sourire, a brandi un petit ballon. Zoé, je vais t'apprendre à jouer au foot. Zoé était timide, mais ses yeux se sont illuminés à cet accueil chaleureux. J'ai regardé Anna, sentant son amour inconditionnel pour Zoé. Merci, ai-je murmuré. Anna m'a serré la main. Nous sommes une famille, chérie. Zoé est notre fille. Les premiers jours, Zoé était encore effrayée. La nuit, elle se réveillait souvent de cauchemars, pleurant après moi ou Anna. Une nuit, je me suis précipité dans sa chambre et je l'ai trouvée recroquevillée dans le coin du lit, serrant son ours en peluche, chuchotant, « J'ai peur. Ils vont m'enfermer à nouveau. » Je l'ai prise dans mes bras, la calmant. Personne ne t'enfermera plus, Zoé. Tonton est là. Tante Anna est là. Rocky est là. Tu es en sécurité maintenant. Peu à peu, Zoé a commencé à nous faire confiance. Les cauchemars sont devenus moins fréquents, mais je savais que les blessures dans son cœur mettraient du temps à guérir. J'ai emmené Zoé voir une psychologue, le docteur Alison Pierce, une femme douce mais professionnelle. Pendant les séances de thérapie,
Zoé s'est lentement ouverte, parlant de son temps avec mes parents. Les jours où elle était laissée affamée, enfermée dans une chambre, grondée pour avoir pleuré. Chaque histoire était comme un couteau dans mon cœur. Tonton Elias, je voulais juste rendre mamie et papy heureux, mais je faisais toujours quelque chose de mal, a dit Zoé, les yeux remplis de larmes. Le docteur Pierce l'a rassurée. Zoé, tu n'as rien fait de mal. Tu mérites d'être aimée. J'étais assis à l'extérieur de la pièce, écoutant à travers la porte, le cœur brisé, mais je sentais aussi de l'espoir. Zoé retrouvait lentement sa confiance. À la maison, nous avons essayé de donner à Zoé une vie normale. Anna cuisinait des repas nutritifs, de la soupe au poulet aux biscuits fait maison, pour aider Zoé à prendre du poids. Rocky est devenu son meilleur ami. Il était toujours protecteur envers elle. Un jour, j'ai vu Rocky tenir la main de Zoé, l'emmenant dans le jardin pour jouer au football. N'aie pas peur. Je ne te laisserai pas tomber. Zoé a ri bruyamment, la première fois que j'ai entendu son rire clair et insouciant. Ces moments, Anna chantant des berceuses, Rocky jouant avec Zoé, notre famille réunie autour de la table du dîner, était un remède pour Zoé et moi. J'ai inscrit Zoé à l'école primaire de Rocky, Bowling Green Elementary. Le premier jour, elle m'a tenu la main fermement, les yeux anxieux. Tonton, et si le professeur me gronde? Je me suis agenouillé, la regardant dans les yeux. Le professeur t'aimera, Zoé. Et Rocky sera là avec toi. Rocky, debout à proximité, a bombé le torse. C'est vrai. Je te protégerai. Zoé a souri et j'ai su qu'elle commençait à s'installer. Son professeur lui accordait une attention particulière, rapportant que Zoé se débrouillait bien à l'école, bien qu'elle soit encore timide. Et Rocky était toujours à ses côtés, s'assurant que personne ne la harcelait. Au fil des mois, Zoé a commencé à changer. Elle a pris du poids, ses joues sont devenues plus roses et son sourire est apparu plus souvent. Anna et moi avons transformé le salon en une aire de jeu pour les enfants, remplie de jouets et de livres. Chaque soir, nous lisions des histoires à Zoé et Rocky, des contes de courage et d'amour familial. Un soir, Zoé m'a serré dans ses bras avant de se coucher, chuchotant, « Tonton Elias, tu es le meilleur papa du monde. » Mon cœur a fondu. Zoé avait trouvé son foyer, et je savais que malgré son passé douloureux, elle avait un brillant avenir devant elle. 4 ans ont passé en un clin d'œil. Zoé avait maintenant 10 ans, une fille pleine de vie qui aimait peindre et jouer au football avec Rocky. Elle nous appelait, Anna et moi, Papa Elias, et Maman Anna, ce qui nous remplissait à la fois d'émotion et de fierté. Rocky, maintenant âgé de 12 ans, restait un grand frère dévoué, veillant toujours sur Zoé à l'école. Notre famille était devenue une unité soudée, mais il y avait toujours un vide dans mon cœur nommé Jetson. Mon jeune frère, qui avait disparu il y a 4 ans, restait un mystère. Je ne savais pas s'il était vivant ou parti, mais j'ai toujours prié pour qu'il trouve la paix. Un après-midi d'automne, alors que je travaillais sur une voiture au garage, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, et j'ai répondu avec prudence. Allô, qui est-ce? À l'autre bout du fil, une voix familière, plus profonde et plus mature, s'est fait entendre. Elias, c'est moi, Jetson. Mon cœur a sauté un battement. Jetson, ai-je murmuré, y croyant à peine. Où es-tu? Est-ce que tu vas bien? Jetson a eu un petit rire, sa voix épaisse d'émotion. Je vais bien. Je veux te voir, toi et Zoé. Je suis à Bowling Green. J'ai foncé à la maison, l'esprit en ébullition. Anna et Zoé étaient dans le jardin en train de s'occuper du potager. Quand je leur ai parlé de Jetson, Anna m'a serré dans ses bras. Oh mon Dieu, Elias, il est de retour. Zoé a levé les yeux, curieuse. Papa Jetson, est-il vraiment de retour? J'ai hoché la tête, retenant mes larmes. Oui, Zoé. Ton père est de retour. 1 heure plus tard, Jetson est apparu à notre porte. Il avait changé. Plus mince, avec des mèches grises dans les cheveux, mais ses yeux étaient brillants et pleins de vie. Vêtu d'un costume élégant, il n'était plus l'homme qui se noyait dans l'alcool et les pilules il y a 6 ans. Quand Zoé a couru vers lui, Jetson s'est agenouillé, l'enveloppant dans une étreinte, des larmes coulant sur son visage. Zoé, je suis tellement désolé. Je suis désolé de t'avoir quitté, a-t-il dit, la voix brisée. Zoé s'est accrochée à lui en sanglotant. Papa, tu m'as tellement manqué.
Je suis resté là à regarder leur retrouvaille, le cœur partagé entre la joie et la douleur. Jetson s'est tourné vers moi, me serrant la main fermement. Elias, merci. Merci d'avoir sauvé Zoé, de lui avoir donné un foyer. J'ai secoué la tête. Jetson, j'ai juste fait ce qui était juste. Tu es mon frère, et Zoé est ta fille. Jetson a partagé qu'au cours des 6 dernières années, il avait suivi une thérapie, était allé en cure de désintoxication, puis avait déménagé en Californie pour tout recommencer. Maintenant, il était un entrepreneur à succès à la tête d'une petite entreprise technologique. Jetson est resté avec nous pendant une semaine pour renouer avec Zoé. Il a passé du temps à jouer avec elle, l'emmenant au parc et lui racontant les années où il s'est battu pour surmonter sa douleur. Zoé s'est lentement rapprochée de son père, même si elle m'appelait toujours « Papa Elias ». Jetson ne s'en est pas formalisé, souriant seulement. « Elias, tu mérites d'être le père de Zoé. » Et Jetson a fait une déclaration surprenante. « Je coupe les ponts avec maman et papa. Après ce qu'ils ont fait à Zoé, je ne peux pas leur pardonner. » J'ai hoché la tête, comprenant sa décision. Moi non plus, je ne pouvais pas pardonner ce que nos parents avaient fait à leur propre petite fille. Les années de négligence, de faim et de peur de Zoé dans cette pièce fermée à clé avaient laissé des cicatrices non seulement sur elle, mais aussi sur Jetson et moi. Mais maintenant, en voyant Zoé sourire brillamment à côté de son père, je savais que nous avions surmonté l'obscurité pour trouver la lumière. Notre famille, autrefois brisée, se reconstruisait maintenant à partir des morceaux, avec Zoé au centre de notre amour et de notre espoir. Un matin, Jetson m'a appelé dans le jardin. « Elias » a-t-il dit, sa voix basse mais ferme. J'ai décidé d'emmener Zoé à New York. Mon entreprise là-bas se porte bien, et je veux que Zoé ait un nouveau départ, un nouveau foyer. Je l'ai regardé, voyant la maturité et la détermination dans ses yeux. Jetson n'était plus le frère perdu d'antan. Il s'était retrouvé, et maintenant il voulait donner à Zoé le meilleur avenir possible. J'ai hoché la tête, bien que mon cœur soit lourd. Tu as raison, Jetson. Zoé le mérite. Mais tu dois promettre de bien prendre soin d'elle. Jetson m'a serré la main, les yeux brillants. Je le promets. Et j'amènerai Zoé te rendre visite souvent. Nous sommes une famille. Zoé a couru, nous serrant tous les deux dans ses bras. J'appellerai papa Elias et maman Anna tous les jours, a-t-elle dit, sa voix claire et vive. Je lui ai ébouriffé les cheveux, retenant mes larmes. Nous attendrons ton appel, Zoé. Le jour du départ de Jetson et Zoé, toute notre famille les a accompagnés à l'aéroport. Zoé a serré Anna fort dans ses bras, puis a sauté pour serrer Rocky. Rocky, tu vas tellement me manquer. Rocky, essayant de paraître dur, avait les yeux rouges. Et tu dis bien, Zoé. Je viendrai te voir à New York. Alors que Jetson et Zoé passaient la sécurité, elle s'est retournée pour faire un signe de la main, son sourire radieux comme le soleil. Je suis resté là à regarder, me sentant à la fois fier et mélancolique. Zoé avait trouvé la sécurité et l'amour, mais je savais qu'elle me manquerait tous les jours. Quelques jours plus tard, en nettoyant mon bureau, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous une pile de factures. À l'intérieur se trouvait un chèque de $1 million signé par Jetson. Un petit mot l'accompagnait, écrit de son écriture soignée de nos jours d'école. Elias, ce n'est pas pour rembourser une dette, car je sais que rien ne peut rembourser ce que tu as fait pour Zoé. C'est pour que toi et Anna ayez une vie meilleure. Pour te remercier d'avoir été un frère incroyable pour moi et un deuxième père pour Zoé. J'ai tenu le chèque en souriant. Jetson avait vraiment reconstruit sa vie, surmontant la douleur de la perte de sa femme pour devenir un homme mûr et prospère. Je n'avais pas l'intention d'utiliser l'argent tout de suite. Je voulais l'économiser, peut-être pour l'avenir de Rocky et Zoé. Mais ce chèque, au-delà de sa valeur matérielle, était la preuve du retour de mon frère. Pendant ce temps, j'ai eu des nouvelles de mes parents par une connaissance commune à Nashville. Stone et Robin vivaient isolés dans leur vieille maison, sortant rarement. Après le procès, la communauté locale a appris la vérité sur leur négligence envers Zoé. Les amis qui faisaient autrefois la fête avec eux gardaient maintenant leur distance, chuchotant sur leur égoïsme. Cheryl, la voisine, m'a dit au téléphone que Robin avait essayé de s'excuser auprès d'elle, mais sa voix était pleine de faux remords. Ils vivent dans la solitude, a dit Cheryl. Ils savent qu'ils ont eu tort, mais leur fierté ne les laissera pas l'admettre. Je n'ai ressenti aucune joie en entendant cela. Malgré ce qu'ils avaient fait,
ils restaient mes parents. Une partie de moi avait mal en pensant à eux, vieux et laissés pour compte dans leur propre arrogance. Mais je n'ai pas cherché à les contacter. J'avais choisi Zoé, et je n'avais aucun regret. Assis dans notre jardin, regardant le potager qu'Anna et Zoé avaient autrefois entretenu ensemble, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. La lutte pour Zoé n'était pas seulement une bataille contre mes parents. C'était une bataille contre moi-même, contre la naïveté de croire que la famille mettrait toujours l'amour en premier. J'ai appris que le véritable amour exige des sacrifices, du courage et parfois la volonté de couper les ponts avec des relations toxiques. Zoé me l'a appris avec son sourire résili et la façon dont elle a surmonté l'obscurité pour trouver la lumière. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un, ce serait celui-ci, écoutez votre instinct. Quand j'ai vu la silhouette décharnée et les yeux perdus de Zoé, j'ai choisi de croire aux mensonges de mes parents, et cela a failli lui coûter son avenir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Protégez ce que vous aimez, même si cela signifie affronter votre propre famille. Et plus important encore, ne perdez jamais espoir. Zoé a survécu. Jetson est revenu. Et j'ai trouvé le vrai sens de la famille. Pas dans le sang, mais dans l'amour et la responsabilité.